Bonjour à tous, bonjour les amis français qui suivent sur la chaîne les nouvelles du Temple. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le Temple, qui connaissent pas cette chaîne. Et aussi bonjour dans le futur, parce que cette vidéo va durer et il y en a qui la regarderont dans le futur. Donc je tiens à faire une vidéo dans le cadre du Temple de Rio de Janeiro à Rio dos Orientes. Dans le cadre d'un point de vue traditionnel de qu'est-ce que c'est l'ascèse. Alors l'ascèse, je suis actuellement dans le rôle de lama bouddhiste ici dans le temple. J'étais dans différents rôles dans ma vie, j'étais circassien, j'étais mécanicien dans l'armée, la marine nationale française. Tiens, on a un spectateur avec nous, je ne sais pas si vous le voyez, petit lézard juste sur la plateforme. Voilà, ici je suis à la plage dans la réserve naturelle du parc naturel, à côté de la plage de Praina, avec un petit local voilà, ils font des expos des fois. Et puis il y a la montagne, derrière les arbres, il y a la mer, on l'entend peut-être de loin si vous l'entendez. Et je trouvais que c'était un superbe cadre, là ça me vient, c'est ma journée de repos. Et je pensais, quand je médite comme ça dans mes journées de repos, j'ai des idées qui me viennent et c'est de là que je vous fais cette vidéo. Je vais vous parler d'une expérience sur l'ascèse. J'étais à différents degrés d'ascèse dans mon existence, dans le passé. Actuellement, j'en vis encore une autre. Ça fait partie de mon chemin de vie. Tout le monde n'arrive pas forcément à faire des ascèses. Il y en a pour eux, c'est naturel. Ça dépend du rôle qu'on a, souvent dans quel niveau du système on se trouve. Moi personnellement, j'ai commencé au plus bas, c'est-à-dire dans une famille populaire judéo-chrétienne, paysanne, du côté de mon père, du côté de ma mère c'était plutôt de bonne famille, je dirais pas bourgeois, je dirais classe moyenne, qui n'est pas pauvre non plus, mais qui n'est pas noble non plus. Il y avait des envies, mais il n'y avait pas totalement la vraie noblesse. Tel que je peux le connaître actuellement dans certains cadres où j'opère. Et donc j'ai commencé à ce plus bas degré, comme on dit dans la tradition ayurvédique. On parle de tamas, c'est-à-dire une alimentation genre fast-food, prendre des drogues, être plutôt dans l'inertie, plus dormir que se réveiller. Ça, c'était le début de mon existence. Donc c'était des émotions lourdes à gérer, pas avoir confiance en soi, une très basse estime de soi. Et ça, c'était le début de mon existence, donc très 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 chargé. Et puis à vivre dans des endroits assez lourds, comme la banlieue parisienne, dans la cité, ou la pointe du Finistère, Brest, qui est une des villes les plus chargées en latence, en samskara, comme on dit dans le bouddhisme, c'est des mémoires. Brest est une ville très plutonienne quand on regarde en aspect astrologique. C'est lié à Hadès, la porte des enfers. Et voilà, donc c'était une expérience au début de mon existence. Puis je me suis intéressé après les problèmes de santé à l'alchimie, à la Spagiri. C'est quoi la Spagiri? C'est la science de Paracelse, faire l'alchimie à base des plantes, ce qui a donné ensuite l'allopathie, l'homéopathie je veux dire. Les élixirs de Bach, tout ce qui est à base de teinture mère, la science des soins par les plantes, mais dans une vision de transfiguration, c'est-à-dire de voir que le problème vient pas forcément du plan physique, mais vient du plan de l'âme au niveau psychique, et que les problèmes de santé que nous avons sont dans ce plan qu'on appellerait un plan de cause, qui donne des effets, le plan causal de l'âme, du psychisme, et qui suffirait de faire un travail en conscience sur ces états d'âme pour une impulsion d'information qui diffuse après l'information dans la matière. Ce qui fait qu'il faut apporter des corrections en fait dans on va dire le psychique et aussi l'émotionnel pour transformer le monde matériel dans sa réalité corporelle, dans sa réalité personnelle. Après, au niveau collectif, il y en a qui s'y amusent, mais là, ça devient un peu plus de la manipulation sur le plan. C'est ce qu'ils essaient actuellement de faire dans cette création du nouvel ordre mondial. C'est des alchimistes noirs. On a eu la fin de l'alchimie à l'époque de Descartes, où
la chimie a pris le dessus, la science sans conscience, sur l'alchimie. Et tout ce qui était laboratoire, où les alchimistes cherchaient Dieu dans la matière au travers les secrets de la matière, à l'ouvrir et à l'explorer pour la transformer et se transformer eux-mêmes, et ben ça a donné les chimistes fous qui ont voulu mettre le génie dans la bouteille et puis le vendre après aux plus offrants. Donc ça se fait actuellement. Et ça se fait même maintenant dans des petites bouteilles avec des aiguilles. Bon, c'est une autre histoire. On va éviter de faire striker la chaîne, en parler ça fait pas partie du sujet d'A16. En tout cas, le sujet d'A16 emmène ouais, je voulais vous en parler. Ce qui emmène à avoir une conscience large sur les effets du psychique dans la matière. Hein, c'est à quoi sert une A16 ? Je vais venir vous en parler en me baladant dans ce parc, en vous présentant différents endroits de ce parc. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc la 16, je l'ai commencé par rapport aux problèmes de santé que j'avais. À 21 ans, il m'est arrivé, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ceux qui me connaissent, ça fait depuis longtemps que je raconte la même histoire sur mes problèmes de santé du passé. Il m'est arrivé des problèmes de santé à cause de la drogue. J'ai fait des excès parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions et puis voilà, mes états d'âme aussi, je me connaissais pas assez. Puis j'utilisais la drogue pour gérer mon stress en fait, pour gérer mes problèmes de manque de compréhension de moi-même, gérer aussi mon manque d'intégrité qui se répercutait en retour de fatalité dans ma vie. Et puis ça m'a emmené à des gros problèmes de santé à 21 ans. Donc, j'en ai déjà eu à 17. J'étais à l'hôpital des Mureaux à Paris, puis après à l'hôpital des... Bon dia. À l'hôpital des armées à Brest, après à 21 ans. Et c'était dû aux excès, donc ces excès en tout genre, que ce soit alimentaire, que ce soit la drogue. Ça m'a emmené à polluer mon corps et mon psychisme, et mes émotions étaient très lourdes. J'arrivais pas à trouver de la joie de vivre sans rentrer dans des excès d'agitation, faisant la fête, en me mettant dans un délire. C'est beau ici. C'est la nature du parc naturel, très beau. Et du coup, j'ai utilisé cette drogue pour me sentir mieux, mais ça me mettait dans un brouillard permanent, jusqu'à ce que je tombe malade et que j'aille à l'hôpital à 21 ans pendant 2 mois pour me purifier tous les corps qu'on appelle en médecine ayurvédique des corps subtils, en plus du corps physique. Parce que je disais que le corps physique, c'est la dernière étape de nos comportements de vie qui va ramasser, qui va faire le filtre de tous nos problèmes au niveau comportemental, du psychisme, de nos émotions. Et donc je suis passé par une phase de purification et d'ascèse. Donc on me demandait de prendre des drogues synthétiques à l'hôpital, donc je les ai prises pour stabiliser comme ils pensaient, c'est-à-dire ma psychologie, des neuroleptiques, des anxiolytiques et plein de trucs totalement chimiques qui n'étaient pas mieux que la drogue chimique que j'utilisais en récréatif, mais qui étaient cadrées par une forme de médecine et non qui étaient prises pour une forme de fuite en fait. Donc c'était déjà une première ascèse, c'était d'arrêter de fuir ce que j'avais au fond de moi-même et d'y faire face. Voilà, parce que souvent pourquoi on se drogue à faire la fête, on se drogue, c'est parce qu'on fuit en fait des choses qu'on ne veut pas voir au fond de nous-mêmes, c'est des parts d'ombre. Ces parts d'ombre, c'est nos petits démons intérieurs qui nous manipulent en fait. Et quand on n'a pas une hygiène de vie spirituelle, ils nous manipulent d'une façon très, très perverse. Voilà, et ça c'est la société, elle est construite un peu comme ça, où c'est des démons qui dirigent cette société parce que dès la tendre enfance, on nous met des petits black programmes comme ça dans la conscience dès la naissance. Dès la naissance, alors on est déjà pas d'une façon naturelle, on vit en marche forcée, c'est-à-dire la mère est allongée au lieu d'être accroupie pour que le bébé galère bien à sortir. Donc il y a une forme de stress.
Il y a une forme de violence parce que l'obstétricien, voilà, avec les sages-femmes du monde moderne, elles extirpent le bébé au lieu d'être dans des rimes naturelles. Ils coupent leur cordon violemment si les parents disent attention, on a besoin de temps. Enfin bon, tout est fait pour déjà, dès la naissance et pendant la grossesse, de créer des mémoires dans le bébé. Des mémoires qui vont se répercuter dans les prochaines années de sa vie après sa naissance. Et puis, il y a Docteur Le Boyer qui en parle très bien dans la médecine des accouchements naturels. J'ai eu une fille avec la mère de ma fille et on avait bien préparé cette arrivée. C'est en médecine ayurvédique, on prépare l'arrivée d'un enfant au moins 9 mois avant la conception et pendant les 9 mois de conception. Il y a des pratiques à faire, des mises en place dans le corps, des mises en place dans l'environnement pour avoir accueillir une âme dans le meilleur terrain qu'il se doit au niveau du psychisme et puis au niveau du physique aussi, un cocon naturel. Donc c'était une ascèse que j'avais déjà vécue tout seul, en retrait dans la nature. À partir de mes 21 ans, j'ai voulu me guérir de ces problèmes, comprendre ce que j'avais vécu à 21 ans, parce que j'ai été interné pendant 2 mois en hôpital psychiatrique pour remettre les pieds sur terre. J'étais totalement en bouffée délirante, possédé par des démons intérieurs. Et au bout de 2 mois, j'en suis sorti. Mais c'était un grand état de choc. J'ai vécu un internement hyper violent parce que j'avais appris les arts martiaux et je me suis défendu quand ils m'ont voulu m'emprisonner avec une camisole chimique. Quand ils étaient à 5 sur moi, que je faisais des prises de judo et des petites mémoires de kung-fu qui remontaient à la surface, ils n'ont pas fait les fiers. Et moi, après, pendant 3 jours en isolement, j'étais sous camisole chimique. Et c'était une prison interne après pendant au moins 6 mois de traitement, quoi, dans le coton. Donc, je me suis dit au fond de moi-même, plus jamais ça. J'ai décidé de ne pas suivre le traitement qu'ils me demandaient, mais de me faire accompagner quand même pour l'arrêter. Parce qu'à 17 ans, j'avais arrêté sans rien dire, et c'est pour ça qu'à 21 ans, c'est revenu. Et donc j'ai dit oui, j'ai rassuré ma famille, j'ai rassuré les médecins, et puis sans rien dire, heureusement à l'hôpital, j'avais connu une séance de sophrologie avec un sophrologue. Ça m'avait permis de voir un peu plus, c'est un peu new age, mais la méditation, ça va vivre des effets dans mes corps subtils sans prendre de drogue. Pour moi, c'était un déclic, c'était comme une source. Et cette source, en fait, ça m'a permis de me dire que je pouvais arrêter les drogues, parce que je pouvais vivre une forme de retrait du monde par des pratiques, des techniques. Ce que je faisais avec les drogues. Je fuyais les problèmes en me retirant du monde matériel, mes problèmes intérieurs, ma perception du monde et de mes agissements. Et puis j'ai commencé à faire ma quête comme ça, un peu ma quête du Graal à 21 ans, de comprendre ce que j'avais vécu, de synthétiser toutes ces informations par différents guides, enseignements. Donc la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, des spécialistes, des enseignements. J'étais voir des druides, j'ai fait partie de cercles druidiques, de cercles bizarres, Rose-Croix à la Morque, l'ancien ordre mystique des Rose-Croix, s'il vous plaît, qui sont en train de maintenant, avec leur black programme sur les Guystones, qui sont en train de faire de l'alchimie noire, c'est-à-dire de compresser les âmes humaines pour les emmener à la destruction, pour qu'entre guillemets il reste que 500 millions d'êtres humains sur Terre. C'est de la débilité. Voilà, s'ils pensent que face à la nature ils vont gagner, ils se mettent les mains dans les yeux. La nature a toujours fonctionné sur 3 forces. En Inde, on parle de Vishnu, Shiva et Brahma. Et eux, actuellement, ils font partie des forces. On dit dans le Kali Yuga, le temps de l'Inde, c'est le temps de la destruction. Ils font partie de ces forces de Shiva. Mais Shiva, il est aussi Shiva Nataraja, c'est-à-dire que c'est le danseur cosmique qui permet de la reformulation du monde, de la réalité. On va faire
une suite je vous retrouve. Donc voilà, on se retrouve là à l'intersection de deux chemins, Melantier d'Ocaete. Donc un chemin qui va monter et va monter vers pas le sommet, mais une bonne hauteur et un point de vue qui domine en fait. Melantier, ça veut dire vue pour prendre des photos. Vous allez voir un peu ce lieu. Je fais des photos. D'ailleurs, la dernière vidéo en portugais, c'était à cet endroit. Donc, je serais un peu essoufflé de parler en même temps que marcher. Et donc, je parlais comme je disais dans une autre vidéo, moi j'aime bien parler en marchant. C'est le terme pédagogie. Pédagogue, c'était celui qui emmenait les enfants à l'école en Grèce antique. Donc il marchait avec des enfants, il leur apprenait des choses sur le chemin. Péda, on entend pied dedans. Donc c'est marcher, prendre des choses. Donc voilà, ouais, c'est un peu mon truc. Des fois je serai fixe, des fois je vais bouger. Je bouge souvent quand même. J'ai pas de verre dans les fesses, je mange pas de viande. Mais en tout cas, je suis assez feu, j'ai du feu. Voilà. Puis de l'eau aussi, je suis émotionnel. Ça, c'est des éléments psychiques dans ma vie. Feu, eau. C'est de la vapeur, des fois ça explose. Donc voilà pourquoi j'ai fait une assesse. J'avais du feu pervers en moi. Ce feu pervers, ça on l'étudie en médecine chinoise. On voit c'est les kuei, il y a des points à débloquer. Des mémoires. Ça vient par l'alimentation, ça vient par nos comportements avec un manque de vertu. Et quand on fait un travail, ça vient se déverrouiller. Quand on fait une œuvre sur soi, ou même une œuvre, un don de soi, ça va faire un travail de purification par le don de soi. Et c'est ce que j'ai commencé à vivre en fait au-delà de 21 ans. J'ai arrêté de fumer comme un pompier. Je fumais presque plus de cannabis de temps en temps en récréatif, mais ça me fatiguait beaucoup, donc j'ai arrêté d'en fumer tous les jours. C'est pas bien de fumer le cannabis. Si, comme le tabac, je veux dire, toutes les drogues dites douces, c'est quand même des plantes de pouvoir dans le chamanisme. Et donc si on n'a pas une initiation chamanique, on s'enferme en fait dans des prises de pouvoir. Et on pense maîtriser, mais on maîtrise rien. Parce qu'à partir du moment où on va s'en arrêter plus de 21 jours, c'est là qu'on voit qu'on est accro. Et que si on n'a pas une discipline de fer avec une assesse spirituelle, c'est l'élément du domaine du monde matériel, avec ces esprits de la nature qui nous dominent. Et c'est ça à quoi sert une assèse. C'est purifier en fait les éléments des 4 éléments qu'on vous dit dans la gnose. Dans la gnose qu'on donne sur les cours les enseignements au temple. C'est apprendre à stabiliser ses émotions en utilisant un feu purificateur qui s'appelle le Saint-Esprit dans la tradition chrétienne, qui nous traverse tous, et apprendre à le canaliser par une hygiène et une conscience de vie traditionnelle et ordonnée, et non pas une forme de prière de croyance aveugle, mais à notre époque, dans cette ère du Verseau qui arrive pour l'hémisphère nord, il est demandé de sortir des croyances aveugles et d'y mettre un peu plus de compréhension. Donc, mais c'est aussi une ère de purification, donc peut-être ce ne sera pas le moment de faire des grandes civilisations, mais plutôt des formes de chamans nomades qui vont diriger des tribus. Et c'est ce que je vivais moi à l'époque quand j'ai rencontré la mère de ma fille. On faisait des enseignements en couple yogi, tantrique, et on avait un cabinet. Moi je commençais, j'apprenais un peu avec elle, parce que ça faisait 20 ans qu'elle tenait son cabinet. Et donc les enseignements qu'on transmettait permettaient de voir que la plupart des jeunes avec qui je traînais déjà à l'époque du même âge que moi, la même génération, on vivait une forme plutôt de début de nomadisme, genre punk à chien. C'est ce que je vivais avant d'entrer dans la marine nationale. J'étais avec eux et je me droguais, je buvais, c'était punk is not dead. C'était Berrurier Noir à fond. Je voudrais mourir à 20 ans. D'ailleurs, je suis mort à 21 ans psychiquement. J'ai vécu des grandes souffrances.
dans cette mort psychique, puis une forme de renaissance après, donc une quête de comprendre ce qui m'était arrivé et toutes ces ascèses après mes 21 ans. Et, oh, une bestiole. Vous la voyez? Je sais pas si vous l'avez vu. Il y en a plein ici, c'est les tropiques, c'est la jungle, la forêt presque vierge. Et donc en fait ces ascèses elles sont venues naturellement parce que je devais récupérer de la vitalité, j'en avais presque plus, hein, c'est mon caractère, je brûle la mèche par les deux bouts et après j'ai du mal à demander de l'aide en plus pour m'en sortir, donc je veux m'en sortir tout seul, ça aide encore moins. Mais après j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je plie les genoux, qu'avec humilité je demande de l'aide à Dieu. Et dans cette humilité, dans cette aide que j'ai eue, c'est passé au travers des enseignements, des enseignants spirituels. Et que maintenant, ces enseignements que j'ai eus jusqu'à maintenant me permettent d'avoir une stabilité. Et il m'est demandé de retransmettre certains enseignements que j'ai reçus. Parce que c'est la forme traditionnelle, on reçoit, on intègre et puis après on doit retransmettre. Hein, c'est pas faire comme le dragon Smog le Magnifique dans le Seigneur des Anneaux, à tout garder le trésor pour lui. Hein. Il veut garder l'Arcane Stone et puis il y a tous les nains qui finissent par le tuer. Ces ascèses sont venues naturellement. Et puis il m'est arrivé une expérience assez particulière quand même dans une ascèse continuelle. C'était en 2009, j'ai vécu mes problèmes de santé, et puis en 2010-2011, je travaillais à l'état-major des armées. Et puis, là, je travaillais dans des trucs bizarres. Hein. Je travaillais dans les souterrains, là où ils ont les boutons pour lancer les missiles. J'étais à l'entrée de la porte, je gardais la porte de sécurité. J'étais un garde-fou avec mon FAMAS en tri, alors que j'étais mécanicien, j'ai rien à faire là. Mais c'était l'époque du livre blanc que Sarkozy avait sorti, et du coup, il mettait un peu les gens qui voulaient faire partir, il les mettait à des postes qui c'était pas trop leur place, quoi. Moi, j'avais rien à faire là. Hein. J'ai travaillé avec les commandos de l'armée de l'air, de l'armée de terre, la gendarmerie de l'air aussi. Et puis c'était un truc expérimental. On était plusieurs corps d'armée à garder la porte de l'état-major des armées à Paris, à l'îlot Saint-Germain là. Et du coup, ça m'a permis de voir un peu plus de 5000 personnes qui passaient régulièrement tous les jours et de voir, moi qui suis très sensible au niveau des corps psychiques, c'est pour ça que je suis maintenant plus lama bouddhiste et thérapeute, parce que je peux explorer les enfers des personnes qui viennent me voir, en connaissant un peu ce labyrinthe infernal de mes enfers, et puis donner un fil d'Ariane et une corde de rappel et aider les autres à s'en sortir un peu de leur enfer. Et donc quand je travaillais là-bas, j'étais un peu, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe des trucs bizarres quand même. Et puis dans cet état-major, comme tous les états-majors du monde, hein, il se passe des trucs, des décisions sur le mouvement, des mouvements de guerre. Donc je sentais ce qui se passait, c'était pas très net. Ça m'a vraiment remis en question sur mon travail, sur mon moyen de subsistance. Et puis une fois que je suis rentré au bout d'un an de service, je travaillais 3 semaines par mois, j'avais 3 semaines de repos après. Non, je travaillais 1 semaine par mois, j'avais 3 semaines de repos parce que je faisais une semaine de 120 heures d'affilée, c'était un peu fatigant. J'ai quand même vécu certaines expériences là-bas, comme fumer du cannabis dans les souterrains. Ouais, parce que dans l'armée, on picole, on fume, on se drogue. Hein. C'est une bestiole. J'y étais, hein, j'ai fait. Ça m'a pas calmé les trucs à 21 ans, je le faisais encore un peu. Mais ce qui m'a calmé, c'est de sentir ce qu'il y avait en fait dans les corps d'armée. Que j'ai fait face à des gens qui... Voilà, quand j'allais pas bien, genre un commandant de la base navale de Brest, qui me disait, le commandant médecin, il disait, mais second maître André, nous avons rien à foutre de vos états d'âme. Ça m'a un peu cisaillé intérieurement, je fais waouh. Ah ouais, quand même. À cette époque, je lisais Anton Parks. Je lisais toutes ces histoires d'Anunnaki, de reptiliens un peu dans les gens, que ça fait partie de nous-mêmes, hein, on a tous ça au fond de nous-mêmes. Petit côté mémoire ancestrale comme ça, archaïque. Et j'ai fait waouh, on est quand même à une époque spéciale hein, pour me dire ça, alors que c'est quelqu'un de haute responsabilité dans le corps médical. Je fais mais y a-t-il vraiment une âme dans l'armée française?
Voilà, je récupère mon souffle. On est arrivé au sommet avec des bambous, c'est joli. Voilà. Donc, chemin. Hop. Pauvre arbre. C'est joli, hein, c'est beau l'amour romantique. Ça fait souffrir la nature. Hein. Je sais ce que c'est. Ouais, parce que moi j'ai un égotype 3. Non 4, pardon, 4. Une aile en 3. Donc je suis tendance à être un romantique dramaturgique avec un tendance combattante, une aile de combat. Voilà, et puis une autre aile un peu intellectuelle, hein. Vous l'aurez vu au travers ces vidéos, c'est des trucs que je raconte. Et voilà, donc là on arrive sur la vue Miranche de Caete, do Caete. Voilà, c'est organisé. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo. Tá bom. Voilà. Belle vue. Hein. Oula, ça fait chaud. J'ai les pieds qui crament. Je vais me mettre à l'ombre pour vous parler. Non, pas en bas. C'est des gens. Je vais revenir un peu sur les pas à l'ombre. Et oui, puisque là il est midi. Et midi 11h30, là ça fait chaud l'été. Hein. Mieux être dans la nature, hein, sinon on finit comme un churrasco. Churrasco c'est barbecue. On finit comme une merguez grillée ici. Surtout que je suis un gringos, et gringos à la peau blanche. Ça finit rose écrevisse. Et ça va que là j'ai bien bronzé depuis 1 an, mais je fais gaffe quand même. Là, c'est joli, hein. Papillon. Il me montre le chemin. Je vais me mettre ici, tiens, je vais vous parler là. Ah. Un petit rocher. Voilà. Je serais mieux pour vous parler ici. Ah, merci. Alors. Oui, donc je vous disais, je me demande s'il y a une âme dans l'armée française. Je crois pas que ce soit une âme qui soit aux commandes de l'armée française. Ou alors une âme très très sombre. Ça glisse un peu, mais ça va. Oui, donc du coup, bah, ça c'était en 2010. Hein, je vivais cette expérience là-bas, état-major des armées. Je me mettais des cailloux sur moi, je récitais des prières. Je lisais les écrits d'Anton Park, je faisais de l'aïkido en même temps. Je commençais à m'intéresser à la radionique. Donc je faisais plein d'expériences. J'étais un peu chez les Rose-Croix, j'étais avec les druides. Ouais, c'était particulier. Hein. Je me remettais de mes problèmes de santé en 2007-2008. Et puis bah voilà, c'était le début d'une forme d'ascèse, parce qu'en 2010, hein, quand j'étais là-bas, alors que j'étais en repos à Brest, j'ai vu un film qui s'appelle Lumière. Alors je sais pas ceux qui l'ont vu, ce film. Hein. Moi, je vous conseille de le voir, c'est aux éditions Jupiter, une édition qui est interdite en France. Il y a plein de documentaires, c'est un Allemand qui les fait, en tout cas l'édition Jupiter, je crois que c'est allemand ou français, mais c'est une édition qui est plus en France, donc on peut les trouver. Il y a eu des super films dans ce documentaire Lumière, hein. Donc c'est quoi, ça parlait de quoi? Bah, je l'ai vu au cinéma, un d'art et d'essai à Brest, le studio. Donc à la fin du film, il y avait un chaman breton qui en parlait de cette expérience, qui lui vivait depuis 7 ans de prana. Wow, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ouais, c'est dingue, c'est quoi cette histoire? Je lis des livres de yoga, je pensais pas qu'on pouvait vivre en pleine conscience comme ça, sans manger d'aliments physiques, mais de se nourrir du Saint-Esprit et d'être très heureux, en bonne santé et d'avoir plus de vitalité. Comment c'est possible? Et puis dans le film, ils expliquent un peu des démarches de certains dans le monde au travers les siècles, des saints chrétiens comme Nicolas de Flux près de la Suisse. Il y avait Sainte Thérèse de Neumann en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres encore. Hein. Je pense à comment il s'appelle, Saint François d'Assise qui était dans la nature, qui vivait d'ascèse comme ça.
Donc il y a différents saints chrétiens et dans le monde, différents pandits aussi en Inde, dont un qui était Nathan Pralajali, qui a été visité d'ailleurs dans le film, le documentaire, que j'invite vraiment à voir, hein, très riche. Hein. Je l'avais en DVD en France, avant que je déménage, j'ai pas pris tout ça. Et j'ai parlé avec lui à la fin du film, Alain Montfort en fait, non pas Alain Montfort, Henri Montfort, je mélange deux parce que j'en ai vu une autre personne qui le vivait aussi, qui s'appelle Alain Cornély, Elisabeth Vasselin, deux thérapeutes que j'ai vus après bien plus tard en 2014. Mais en 2011, quand j'ai vu ce documentaire, ça m'a traversé, quand je lui ai serré la main, il y a une présence qui m'a traversé à Saint-Henri Montfort, ce chaman qui pratique du Qigong, qui est connecté aux éléments de la nature. Hein. Donc ça m'a beaucoup parlé, ce qu'il disait à la fin du film en conférence. Et en 2011-2010, j'ai dit, tiens, j'ai envie de vivre cette expérience dans ma vie. Ça m'a traversé, c'était évident pour moi, j'allais la vivre un jour. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi à l'époque, je fumais encore du tabac, je fumais un peu de cannabis de temps en temps, ce qui n'était pas forcément équilibrant pour ma santé, mais je faisais avec. Je buvais un peu d'alcool, je faisais la fête, mais j'étais plus porté sur l'art, c'était récréatif, dans des moments artistiques où je me sentais bien, vraiment dans ma peau. J'avais arrêté de me droguer pour noyer le poisson, c'est ce que je faisais à un moment. Et donc c'était plus facile pour moi de me mettre dans des pratiques et d'arrêter les éléments de compensation pervers. Hein, parce qu'on fait tout ça dans notre vie, on compense par 5 façons, hein, nos addictions. La première, c'est celle que la plupart des gens font, c'est-à-dire les excès de table. Hein, on mange beaucoup, on mange trop, et du coup, on digère le potentiel de vitalité qu'on gère pas parce qu'on n'est pas souvent à notre place, on ne prend pas tout le plein de potentiel. Deuxième chose, ça va être les excès au niveau de la sexualité, hein, débridés, donc pareil, ça nous bouffe du potentiel de vie. Troisième, ça va être quoi? Ça va être tous les drogues, hein, on dit les moustiques, les psychoactifs. Donc les actifs, c'est pas que psycho, c'est aussi le café, le tabac, les sucres, tout ce qui va avoir un effet sur nos glandes, nos glandes endocrines en fait, un effet fort de réaction. Ces effets yin et yang, Sébastien vous en parlerez bien, hein, surtout dans les vidéos sur les jeûnes. Parce qu'une ascèse, c'est comme un jeûne, hein, sauf que l'ascèse, on va plus profond dans l'intention que le jeûne. On a souvent juste une idée de purification du corps. Et l'ascèse, on va dans une idée de transformation, vraiment en mettant en place des pratiques bien poussées avec un jeûne qui se transforme. Et quand j'ai vu ce film, je me disais qu'un jour, et surtout en ayant vu ce chaman, je me disais qu'un jour j'allais le vivre. Je sais pas quand. Je vais venir vous en parler tout de suite. Donc je parlais de 7 à 16, hein, je suis remonté sur la vue. Ça, je parlerai en marchant. J'ai mis des tongs, ça me brûlera moins les pieds. Donc j'ai commencé à fumer moins. J'avais cette forme d'objectif dans ma vie, un peu sans trop forcer, mais c'est venu naturellement. Je fumais presque plus. Je suis passé Mon choix d'arrêter de manger de la viande, c'est que j'ai mangé une dernière fois au McDo sur les Champs-Élysées quand je travaillais à l'état-major des armées. Et j'ai fait le choix, c'est bon, j'ai dit j'arrête là. Je mange plus de viande. Je mange plus de poisson. Ouais, j'en mangeais un petit peu encore, mais viande, j'ai décidé d'arrêter. C'est par rapport à mes lectures sur le yoga, sur les textes sacrés, je commençais à vouloir faire l'expérience de vivre sans pour voir ce que ça faisait. Et je me sentais beaucoup mieux après en fait, donc j'ai arrêté carrément. Et puis, d'année en année, hein, je passais différents régimes alimentaires, donc j'ai fait au début végétarien, après j'ai essayé végétalien, c'est-à-dire manger plus que des légumes, des fruits. Puis je me suis dit tiens, je vais méditer encore plus loin, je voulais vivre des méditations plus profondes, donc je me suis dit je vais arrêter de fumer cette fois-ci, je vais faire l'effort. Et puis j'ai réussi, et puis là
J'ai voulu vivre encore plus loin mes méditations, donc je me suis dit, qu'est-ce qui bloque encore allez, je vais passer crudivore, hein. J'ai mangé que du cru, je voulais voir ce que ça faisait sur ma vitalité. J'en avais encore plus, c'était trop bien. Donc je créais des rétrofusées hein, pour m'envoler très loin. Comme je vous parlais de se percher avec les drogues, on peut se percher sans les drogues extérieures. Et ça, c'est un point de vue que beaucoup de yogis expérimentent, c'est-à-dire de vivre les drogues déclenchées par l'intérieur. C'est-à-dire tout ce qu'on cherche comme drogue à l'extérieur, que ce soit hallucinogène, psychédélique ou excitant, ça peut se déployer à l'intérieur en faisant des pratiques, des mantras, des respirations, des postures. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'à au moins mes 30 ans, hein, jusqu'à ce que je prenne conscience qu'il fallait que j'arrête un peu mon délire de fuir le monde. Et entre-temps, de 2010 à 2014, j'étais arrivé à vivre des ascèses comme ça, à vivre des méditations très loin, très profondes, très fortes, comme des montées de Kundalini. Des fois, ça remontait le long de la colonne et je voyais un éclair, un flash de lumière au niveau du centre de conscience en méditation. Et puis de la perception du temps qui se disparaissait. C'était 10 minutes, faisait 1 heure que je méditais. 1 heure, j'ai l'impression que je faisais 10 minutes. Enfin, tout. Je m'apercevais vraiment que le temps et l'espace n'étaient qu'une illusion, comme les textes l'expliquaient. Et à force de méditer comme ça, de vivre des ascèses, je suis arrivé à un moment où on me proposait de faire un stage en 2014. Je faisais des recherches vidéo, j'ai des gens qui vivaient de prana comme ça. Hein. Puis je me suis rapproché de 2 thérapeutes français, Alain Corneli à Annecy, avec une collaboratrice à lui qui était plus jeune, parce qu'Alain Corneli à l'époque il avait 90 ans. Et sa collaboratrice Elisabeth Vasselin, elle en avait cinquantaine, une mère de famille. Alain, grand-père, très très seul, mais seul, très profondément connecté aussi à Dieu. Et pendant 3 semaines, j'ai vécu un stage avec eux qui s'appelait un stage pranique, essayer de vivre comme ça, de prana, faire une ascèse accompagnée. Puis on a fait ce stage, j'étais préparé pendant 2 mois avant, je buvais des jus, je buvais presque que des jus, je mangeais très peu, des bols très réduits alimentaires de fruits. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'étais prêt, mon corps il s'habituait à vivre très peu sans manger en faisant beaucoup de pratiques. Et puis j'ai continué des enseignements, des prémices d'enseignement à la méditation transcendantale. Et puis des enseignements qui venaient de Mahesh Maharishi Yogi, mais aussi du soufisme. C'était une bribe d'enseignement que j'ai eu à ce stage. Et puis je chantais des voyelles, vibrer, faire un travail de purification sur le plan de l'âme dans cette ascèse, en groupe. Et donc c'était très fort. Et puis je quittais ce groupe au bout de 21 jours. Et puis je suis rentré chez moi à Brest, je quittais Annecy. Et donc j'étais transporté, je me suis dit, je me sentais comme quelqu'un qui avait beaucoup à apporter sur cette expérience. Hein. C'est un peu côté, il y en a beaucoup quand ils vivent des expériences avec les drogues comme l'ayahuasca, avec les indios, ou des ascèses fortes comme ça dans la nature, ils se prennent pour des prophètes. Alors, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai voulu dire à tout le monde ce que j'avais vécu, j'ai saoulé toute ma famille, tout mon entourage. Et puis j'ai fini par lâcher prise en fait, de vouloir dire beaucoup. Hein. J'ai commencé à comprendre qu'il fallait faire attention à pas dire n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe quand on vit des expériences profondes, pour éviter de trop bousculer les gens, et de se dévoyer soi-même d'un potentiel d'initiation qu'on a reçu, et puis de mettre des cadres. Donc ça, c'est pas du jour au lendemain que je l'ai appris, ça met des points. J'avais pas eu forcément de maître qui m'avait bien éclairé à l'époque, en 2014. Et puis j'ai rencontré une expérience de vie après cette ascèse qui m'a fait rentrer en profondeur dans mes profondeurs. Je vais pas venir en parler aujourd'hui parce que c'est très lourd et ça prendrait beaucoup de temps d'expliquer. Mais j'ai vécu 3 ans d'exploration de mes racines profondes et j'en suis sorti au bout de 3 ans. Et après, c'était la remontée. Et cette remontée s'est manifestée par la naissance de ma fille et puis mon choix aussi d'être lama bouddhiste ici sur le projet. Voilà, pour vous partager un peu tout ce chemin d'expérience et ces enseignements aussi qui me traversent et que j'ai reçus, que je dois retransmettre.
Voilà, donc pour cette ascèse, c'était de ce que j'ai vécu en expérience. Maintenant, je vais vous exprimer un peu les différents chemins d'ascèse. À tout de suite. Voilà, je vais vous parler de l'ascèse par rapport au point de vue du yogi, du yoga traditionnel, ou d'un point de vue d'un yogi. Dans l'Ashtanga Yoga, dans le yoga traditionnellement, on parle de 8 piliers. Ashtanga, ça veut dire 8 piliers fondateurs, comme la médecine chinoise qui en a 5. Dans ces 8 piliers, il y en a après les asanas qu'on connaît tous, les postures, qui est le 3e pilier. Il y a les pranayama, c'est un pilier où on apprend à respirer en conscience. D'ailleurs, pranayama, on entend prana dedans, qui veut dire présence de force-forme. On peut décrire ça comme une énergie, mais c'est intelligent. Donc c'est beaucoup plus complexe que de réduire à un seul mot qui s'appelle énergie. Et ce prana, on peut le guider en soi, dans le moi, dans le corps physique, par la pratique, mais aussi en soi, dans les influences spirituelles. Et il y a des techniques comme ça de respiration consciente, toutes les cultures en ont. Donc il y a celle de l'Inde, les Indiens, les Indios aussi, là, avec des chants, ils ont ces modes de respiration. Et puis après, on rentre dans une autre pratique, un autre pilier qui est pratyahara. Pratyahara, c'est se retirer en fait de l'agitation du mental par la concentration. Et c'est pour ça que quand on fait une forme d'ascèse, on concentre en fait notre réalité, on concentre notre mental aussi par la pratique de l'ascèse, ce qui crée une purification des samskaras, des latences qu'on a au fond de nous-mêmes, des mémoires. Il y avait un joli papillon, vous l'avez loupé. J'aurais pas voulu le choper, il passe trop vite des fois les beaux papillons. Et donc à quoi sert une ascèse ? Ça sert à purifier ces latences, ces mémoires qu'on a dans un flux de conscience qui vient comme ça dans une vie, d'une renaissance qu'on voit dans le bouddhisme. Il n'y a pas de réincarnation dans le bouddhisme, c'est des flux de renaissance. Et dans cette renaissance, on a des firewalls comme ça, des pare-feux de réalité à une autre. Parce qu'on ne va pas donner une mitraillette à un enfant dans la vie spirituelle. On va apprendre à l'enfant à grandir à lui apprendre à viser et à tirer correctement pour ne pas tuer son prochain ou se tuer lui-même. Donc c'est à quoi servent ces pratiques d'ascèse. C'est comme on dit dans l'Advaita Vedanta, c'est d'arriver dans le monde de la non-dualité. C'est à maîtriser le plan de la dualité qui est sur Terre par la pratique pour vivre l'état de transcendance de la non-dualité. Ça dans le bouddhisme on le voit aussi, par des mantras, des sutras, des tentures, des visualisations, des pratiques, nous arrivons à faire une purification comme ça des mémoires et de maîtriser le plan en tout cas notre plan mental, pour être dans une création en conscience de notre réalité, en collaboration, en coexistence avec Dieu, pour être à la juste place, d'être à l'écoute de ce qu'il nous demande, parce que l'univers est intelligent. Tous les grands physiciens de ce monde qui ont une présence traditionnelle, spirituelle derrière leurs recherches physiques, ils voient que dans la métaphysique, ce que les sages et pandits disent depuis des milliers d'années dans les écrits sacrés comme les Védas en Inde, que l'univers est intelligent, qu'il y a un ordre cosmique, qu'il y a un ordre aussi sur la Terre, et qu'à partir du moment où on ne respecte pas ces formes de la nature, ça nous revient vers nous en retour de fatalité, on en subit les conséquences. Voilà, bonne vie. Donc voilà, je vais faire une pause pour aujourd'hui, il y a du monde qui arrive. À plus tard. Bon, pour finir cette vidéo sur l'ascèse, je vais vous parler de pourquoi et comment faire une ascèse. Comme je vous disais au début, pourquoi ? C'est pour se transformer, purifier des mémoires, des latences qu'on a au fond de nous-mêmes. Et donc, pourquoi le faire ? C'est pour faire face à sa nature humaine qui est liée à nos mémoires, nos racines ancestrales, nos gènes, notre lignée familiale, et se mettre en lien plus avec notre idéal, notre bonne étoile, qui n'est pas forcément lié à nos racines familiales, mais plus lié, parce que les racines familiales, c'est plus c'est le destin, c'est le destin qui est là pour qu'on le vive et qu'on l'accepte.
qui revient vers nous en retour de fatalité si on ne l'accepte pas. Donc une ascèse, à force petit à petit, comme ça, quand on met des ascèses en place, on a plus de clarté sur notre destinée, la providence, notre bonne étoile. Et voilà le but, c'est d'être plus en connexion avec notre providence et de faire face à notre nature humaine, avec... j'aime bien, il y a dans l'enseignement soufi que j'ai vu avec les sutras, c'est dire ce corps est en toi. Comme quoi le corps n'est qu'un véhicule, mais peut-être que l'être est beaucoup plus grand que le corps, qu'il englobe en fait le corps. Et la cesse permet de rentrer en connexion avec cet être. Et qui viennent s'infuser en nous, qu'on appelle en Inde l'atma, avec l'atman, l'atma, le soi cosmique, se mettre en lien avec. Et ce soi, ne pas rester non plus focalisé sur le soi, apprendre, ça c'est dans la vision du bouddhisme, c'est apprendre à faire la part des choses, la voie du milieu. C'est pas vouloir à fond détruire le moi, être à fond dans le soi. Non, trouver le juste milieu entre le moi, le soi, cet ego qui soit au service de la spiritualité, comme le dragon, d'être un dragonnier au lieu d'être le dragon qui mange tout, qui enferme tout. Non, plutôt d'être un chevalier, voilà, qui domine, qui maîtrise cette force, au lieu de la dominer, l'écraser, et que ça revient toujours vers nous en retour de fatalité. Quand on lutte, en fait, c'est de la violence. Quand on fuit, c'est de la violence. C'est une forme de non-intégration de son âme, c'est ce que je veux dire. Et quand on est dans l'inhibition, ça n'existe pas, l'ignorance, qu'on ne veut pas savoir, pareil, c'est une forme de fuite de l'intégralité de cette présence spirituelle qu'on doit incarner dans la carne, pour mieux transformer ce corps humain. Les Bouddhas prescrivent des enseignements pour transformer cette réalité physique. Donc vous avez peut-être entendu parler de certaines histoires de Bouddha qui étaient arrivés comme l'alchimiste dans son laboratoire, à transmuter la matière, dans son creuset pour arriver à la pierre philosophale, ou transmuter les métaux pour arriver au plus pur, en partant du plomb pour aller jusqu'à l'or. Et le mystique, lui, il fait sa pierre philosophale à l'intérieur, il transmute son corps par des ascèses, et puis jusqu'à la réalisation ultime, ce nirvana, cette dernière position de la plus grande réalisation, de transmuter. Il y a des Bouddhas qui ont disparu dans un corps d'arc-en-ciel. Ça arrive, c'est possible. Voilà, c'est pas qu'une science-fiction. C'est une réalité, c'est possible de la vivre, mais à partir d'un moment où on veut réaliser un devenir spirituel, d'accepter, de suivre une bonne étoile qui n'est pas forcément les décisions de notre destin, en fait, notre confort de vie. C'est de sortir de cette zone de confort et d'accepter d'aller vers les chemins inconnus et de faire une œuvre sur soi spirituelle pour se transformer dans l'inconnu. On peut entendre dans la langue des oiseaux le inconnu, l'unité, retourner à l'unité qu'on connaît tous à la base, on y vient, mais on doit y retourner. Cette vie sur terre n'est qu'un passage, comme disait le Christ. Ça sert à rien de construire sa maison sur un pont. Voilà, j'ai fait cette expérience tous les jours de vouloir sortir de cette maison que je voudrais construire sur le pont, et je ne suis pas seul, nous sommes tous un peu comme ça. Et voilà, donc je fais différents aspects d'ascèse, de jeûne, pour aller vers cette nature spirituelle, pour la vivre mieux en tout cas avec les autres dans le monde, pas rester hors du monde non plus, être un ermite dans sa grotte, partager cette lumière accumulée dans l'ascèse avec les autres à l'extérieur. Sinon on peut devenir fou dans sa grotte, on peut avoir le cœur qui se dessèche. Regardez ces yogis qui ont plus de 2000 ans, qui ressemblent à des crackers de Belin. C'est pas une solution. Se momifier tout seul, ça apporte peut-être des influx spirituels un peu dans la grotte, dans l'environnement des gens qui y passent. C'est un artefact, mais peut-être qu'il y a autre chose à vivre. Donc voilà pourquoi faire une ascèse, c'est se transformer dans sa nature divine. Comment y arriver? Toutes les traditions ont des formes d'ascèse. Je pense au carême, à une époque bien précise dans l'année pour les chrétiens. Je pense au ramadan pour l'islam, pour les musulmans.
qui, pareil, se fait à une période particulière sur les lunes. Donc, il y a des raisons pour tout ça. Hein. C'est pour amener le corps à se transformer. Bah, ça dépend aussi dans quel endroit on vit. La cesse sera différente. Ça peut être trop violent de faire une assesse de 40 jours sans manger en plein centre-ville. Hein. J'ai essayé plusieurs jeûnes praniques comme ça en centre-ville. J'en ai fait un dans la nature pendant 21 jours. En centre-ville, j'en ai fait 2 autres. J'étais tout seul. C'était plus facile tout seul que quand je devais travailler avec des enfants bien agités, avec des adultes qui avaient des problèmes de mémoire à régler que je devais aider. Il y a un endroit et un moment pour tout. Voilà, je vous invite vraiment à faire attention. C'est une alchimie, normalement, on doit se faire accompagner. C'est un prêtre qui est là, qui a l'expérience, qui connaît les textes, qui a vu dans les textes, en tout cas par expérience, et qui peut vous renseigner correctement. Hein, il n'y a pas que les prêtres, il y a aussi les naturopathes. Je pense à Sébastien qui est lama bouddhiste, mais lui à la base c'est un très bon naturopathe qui a fait des stages de jeûne, donc il peut très bien vous en parler, il en fait tous les ans. Là d'ailleurs bientôt il a une session, il retourne en France, hein, vous pouvez voir avec lui. Sinon, dans toutes les traditions, je dis, il y a un apprentissage du jeûne, mais aussi de l'ascèse. Hein, normalement, une vraie ascèse, pour se mettre dans son corps spirituel, le Christ il l'a vécu 40 jours dans le désert, hein, c'était la plus grande des ascèses. C'est 40 jours hors de la structure de la réalité humaine, avec le moins d'éléments possibles perturbants des esprits de la nature. Dans un cercle de prière, c'est devenu un cercle de feu. Il a fait face au djinn, à Iblis, hein, le diable, qui lui a donné dans cette dernière tentation la possibilité de voir la gloire de ce monde. Et il a passé l'épreuve du feu, il l'a refusé. Et c'est devenu, au Moyen-Âge, on disait que le Christ était la pierre philosophale. Donc c'est devenu un élément très pur dans cette réalité physique. D'ailleurs, comment on fait une pierre philosophale ? C'est se fixer la lumière spirituelle, le Saint-Esprit, dans la matière. Donc on arrive à un Christos, un cristal rouge qui se forme dans une grotte, dans un régule métallique qui est une petite grotte, avec une étoile à 5 branches qui rayonne dans le régule métallique. Donc c'est une opération alchimique au creuset, hein, c'est de l'opératif, c'est comme les maçons qui fabriquent des cathédrales. Là, c'est fabriquer une cathédrale spirituelle dans un cristal qui s'appelle la pierre philosophale. Ça existe, hein. Il y a des alchimistes opératifs contemporains qui la font. Il y en a très peu, on dit qu'il y en a 10 par siècle. Ils la font soit dans leur corps, soit dans le règne végétal, soit dans le règne minéral. Malheureusement, il y a des alchimistes sombres qui veulent faire des pierres de sang, hein, comme je pense à Kali... je sais plus, Barbe Bleue, hein, je crois que c'était lui qui faisait ça. Malheureusement, il y a eu des tyrans à toutes les époques qui cherchaient à maîtriser la nature humaine. Et voilà, c'est des alchimistes sombres qui veulent zombifier les humains pour mieux les maîtriser. Hein. Donc c'est la pierre de sang. C'est la plus maléfique. Et puis sinon, il y a la pierre philosophale minérale, métallique. Il y a la pierre philosophale végétale du règne végétal. Il y a la pierre philosophale de la voie royale des mystiques qui se fait dans le corps en transformant son corps. C'est ce que le Christ aurait vécu. Et qui rayonne la quintessence divine. Mais il y en a très peu sur Terre et très peu de temps à des époques très espacées. Les textes sacrés en parlent. Et voilà, le but d'une ascèse, c'est de prendre exemple sur ces... Ils ont fondé en fait ces êtres qui ont transformé l'humanité, hein, par leur enseignement. On rayonnait un exemple, et cet exemple après s'est codifié et a créé des structures religieuses. Hein, et ces structures religieuses, ce sont des sages, des apôtres qui ont entouré les plus grands êtres spirituels qui sont passés sur cette terre. Voilà, donc faites-moi des commentaires, hein, si vous voulez. Parler de vos expériences. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez. Hein, je vais vous mettre mon adresse mail, mon numéro de téléphone pour que vous puissiez rentrer en contact. Faites des commentaires. Je viendrai vous répondre. Et puis, c'est important que vous me remettez en question aussi. Hein. Faites des réflexions, comme ça me permettra d'avancer. Hein, et puis si vous avez un sujet particulier que vous voudrez dont je parle, peut-être que j'en ai vécu l'expérience, posez-moi la question et je viendrai vous en parler ou vous dire si je sais rien sur le sujet. Voilà, à bientôt.